Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on va parler d'éducation et de formation. Juste avant, jingle. J'espère que vous allez bien, nous on est très en forme, je suis à nouveau en compagnie de Marie. C'est vrai que sur l'épisode précédent c'était un épisode spécial, j'espère qu'il vous a plu, c'est la première fois qu'on recevait un invité dans le podcast. Si ça vous a plu, je pense qu'on le refera, enfin moi en tout cas j'ai passé un très bon moment, je pense que Mathieu de Fier du Sud aussi, je le remercie encore d'avoir été présent. Je pense qu'on va garder ce format peut-être une fois par mois, mais n'hésitez pas en tout cas à nous faire vos retours parce qu'on teste différentes choses, on essaie de voir un petit peu ce qui marche le mieux pour vous apporter on va dire un podcast de la meilleure des qualités. Aujourd'hui on va parler de formation et d'éducation. Juste avant on va comme d'habitude faire la boom anecdote et je laisse Marie la raconter. Ouais, alors cette semaine c'est moi la boom anecdote. Alors pour resituer, en fait on a acheté des locaux dans une petite ville à côté de Nîmes pour ceux qui connaissent. Et en fait un des locaux qu'on a acheté est loué par la mairie, donc ils ont mis une association culturelle etc. Et du coup on a repris le bail. Sauf qu'en fait ça fait 2 mois qu'on a signé la vente, que je n'arrive toujours pas à avoir le loyer. Et en fait, bon là ça commençait vraiment à urger, du coup on a retourné la mairie de Beaucaire. Il faut savoir qu'en plus, c'est des choses qui m'agacent, mais moi par exemple j'ai été squeeze par le bot. Et du coup en fait quand j'appelle l'accueil de la mairie de la ville où se situe le local, en fait je suis directement mise sur répondeur. Du coup c'est Julien qui est obligé d'appeler. Et en fait c'est vraiment galère d'avoir les services compta de la mairie. Et en fait, si vous voulez, j'avais déjà envoyé tout ce qu'il fallait depuis le début de la vente, en fait, et j'arrivais jamais à avoir de retour. Et les lignes que la dame m'avait données ne fonctionnaient pas. Et vu qu'en plus je suis blacklistée, ça risquait pas de marcher. Ça marche encore moins. Ouais, ça risquait pas de marcher. Et en fait, du coup, Julien a appelé, il a réussi à voir la dame qui s'occupe du virement de loyer. Et en fait, au final, elle lui a dit que, alors elle avait bien tout reçu, mais qu'il manquait effectivement un échéancier pour qu'elle puisse payer le loyer. Sauf que le loyer il change pas, elle a déjà un échéancier que je reprends du coup vu qu'on est les nouveaux propriétaires. Et je me dis mais elle aurait quand même pu me le donner, enfin me dire ce qui lui manquait qu'on puisse faire le virement, parce que au final c'est pas elle qui est dans la merde, c'est nous. On a 2 mois de loyer qui courent, bientôt 3, et elle est pas prête de se bouger quoi. C'est incroyable les mairies, vraiment ça m'a saoulé, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment typique de la France, c'est-à-dire que si vous devez de l'argent à l'État, c'est certains qui vont faire une saisie sur votre compte extrêmement rapidement, et que vous, quand ils vous doivent de l'argent, vous pouvez courir, surtout qu'en plus, enfin je veux dire c'est archaïque, nous ça fait maintenant énormément, c'est le 25e lot dont on fait l'acquisition, donc des locataires on en a eu qui étaient déjà dans les locaux, dans les appartements, on les a contactés, ils ont payé le loyer, enfin ça se passait normalement, et là on avait une mairie, alors on s'est dit c'est génial, c'est certain, c'est un locataire qui fait pas faillite, qui vous payera quoi qu'il arrive, mais ils vous rendent la vie impossible pour obtenir votre loyer quoi, parce que pendant ce temps l'argent n'est pas sur votre compte, vous devez faire les avances de trésor, et c'est quand même incroyable que simplement pour avoir le paiement du loyer, où en fait c'est plutôt eux qui devraient se mettre en rapport avec nous pour nous demander comment est-ce qu'ils doivent se faire pour pouvoir payer, en fait c'est nous qui devons courir après et nous rendre la vie impossible avec des papiers, des gens qui répondent jamais au téléphone, c'est incroyable. C'est exactement ça, en fait personne ne rappelle, ils ont besoin de rien, en fait la dame qui s'occupe de ça, elle en a rien à carrer, c'est pas son argent, et en plus sa tata Sandrine là elle part en vacances 3 semaines, du coup elle verra ça à son retour de congé, donc voilà, on n'est pas plus avancé quoi. Et nous on aura perdu 2 mois, surtout que forcément on va dire c'est quelque chose sur notre to-do list, donc c'est pas gravissime en soi, mais ça nous fait perdre du temps. Donc voilà, c'était vraiment la boom anecdote du jour. Je trouve que c'était vraiment à l'image à la fois de la société dans laquelle on vit, et comme ça nous fait en même temps, voilà, et ça nous fait la dose d'actualité en même temps qu'on vous fait comme chaque semaine. Donc aujourd'hui on a choisi de parler d'un sujet un peu plus léger, parce que vous avez pas mal d'épisodes sur les cryptos, sur la fiscalité, sur l'investissement en couple, c'était assez technique. Là aujourd'hui on s'était dit qu'on allait faire un truc un peu plus léger, mais qui allait quand même, je l'espère en tout cas, vous apporter de la valeur et peut-être vous faire découvrir des choses. On va d'abord parler d'éducation, de savoir un peu comment aujourd'hui on est préparé ou mal préparé à la vie qui nous attend, et ensuite on parlera du sujet assez sensible des formations en ligne. Alors vous avez tous déjà vu, je pense, au moins une pub sur les réseaux sociaux, ou en tout cas je pense que vous savez de quoi on va parler, mais peut-être que pour vous ça vous paraît assez loin, donc on va essayer de dégrossir tout ça un peu et de vous donner en tout cas notre avis là-dessus. Je te laisse la parole pour commencer.
Bon, du coup, première partie de l'épisode, on va aborder un petit peu tout ce qui est éducation et particulièrement éducation nationale, donc l'école. T'as pensé quoi, toi, de ton parcours à l'école ? Allez, on situe avant les études supérieures, ça va être plus simple. On va distinguer, je pense, avant les études supérieures et après le bac. Donc avant le bac, moi en tout cas, j'ai pas du tout aimé l'école. Après, bon, je pense comme beaucoup d'enfants et d'adolescents après, je pense que même il faut pas cracher sur l'éducation qu'on a parce qu'on apprend quand même à compter, on apprend à lire. En fait, on apprend la base de ce qui est nécessaire pour derrière être en capacité aujourd'hui de vivre dans un monde moderne, de payer, d'être autonome, quoi. d'être autonome, de savoir aller sur Internet, de pouvoir lire un livre. Donc ça, il y a aucun doute, on y arrive encore, même si on voit quand même que le niveau baisse d'année en année, et même pour nous ça nous a frappé parce que dans notre famille on a... Ouais, j'ai mes petites sœurs qui ont 7 ans de moins que nous, et franchement des fois juste sur des mots de vocabulaire que nous on utilisait quand on était au lycée, la dernière fois à table, je me souviens plus du mot, mais elle nous a dit ah non mais je connaissais pas ce mot, alors pourtant nous ça nous paraît un mot simple, je pense qu'on a tous vu justement à l'école, et c'est là qu'on voit que le niveau baisse vraiment de manière rapide, parce qu'encore quand on dit oui le niveau était plus dur il y a 30 ans, bon ça nous paraît assez loin et on se dit bon de toute façon il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais c'est vrai que quand on voit un tel abaissement du niveau en seulement 5 ou 7 ans, en moins de 10 ans en tout cas, c'est vraiment extrêmement préoccupant. Bon, les filles, on vous aime quand même. Mais dédicace pour les belles sœurs. Non, mais en plus, quand je regardais un petit peu les devoirs qu'elles avaient à faire, c'est vrai que les manuels, ça me paraissait quand même très simple et pas du niveau que nous on nous demandait. Par exemple, non. Je sais plus, c'était en histoire, je crois. Ouais, en histoire, en sociaux, je me rappelle plus. Bref, elles étaient en seconde et je regardais le livre et je me disais, mais moi j'avais pas du tout appris ça à ce moment-là. Enfin, c'est un peu. C'est vrai que c'est affolant, oui, quoi, oui. Le niveau se dégrade. De toute façon, on les voit sur les chiffres du bac. Aujourd'hui, je crois qu'on a 91%, 92% de réussite au bac. Enfin, normalement, c'est quand même censé être un examen qui est sélectif. À l'époque, si on reçoit un exemple 30 ans en arrière, tout le monde n'avait pas le bac. Et parce qu'en fait, en réalité, avoir un bac permettait quand même d'obtenir un travail assez facilement. T'as déjà essayé de faire les exos de bac de ton père, par exemple ? Non, ça, j'avais jamais essayé. Mais en vrai, c'est super dur. Par rapport à comment j'avais un peu révisé le bac pour la physique, par exemple. Parce que la mécanique, c'était vraiment beaucoup plus dur à son époque que ce que moi je faisais. Donc, on constate quand même qu'il y a un écroulement du niveau là depuis 40 ans, quoi. Tout à fait. Et je pense qu'en vrai, le vrai problème, au-delà du niveau et de ce qu'on apprend de manière brute, c'est surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut être adaptable. Il faut avant tout être en capacité de réagir aux changements qu'il va y avoir dans notre environnement et pas uniquement de connaître des connaissances brutes et de savoir les réciter, parce qu'aujourd'hui, de 1, c'est pas ce qu'on va vous demander dans la sphère professionnelle, c'est pas ce que vous allez avoir besoin dans votre vie de tous les jours, et on vit surtout dans une société où tout change tellement vite qu'en réalité la meilleure chose qu'on doit vous apprendre, c'est simplement d'être capable non pas de connaître tout ce que vous devez savoir par cœur, mais que dès que vous allez être devant on va dire une nouvelle notion ou un changement dans une règle, peu importe votre domaine d'activité, que vous soyez en capacité de vous adapter. Et je pense que c'est là où notre génération, si elle est capable de s'adapter, peut vraiment avoir de l'avance sur la génération des boomers qui étaient, on va dire, on le voit, qui sont très rigides, qui ont eu des habitudes de travail qui n'ont pas évolué, alors qu'aujourd'hui il suffit juste de regarder l'intelligence artificielle. Enfin, moi je vois les gens qui utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs, que ce soit dans les études sup ou même pour le bac. En réalité, ils ont raison, parce que l'évolution de la technologie fait que quoi qu'il arrive, l'intelligence artificielle sera là, et en réalité, les gens qui vont réussir à percer demain, que ce soit dans les sphères professionnelles ou même qui vont être plus à l'aise dans leur vie sociale, ce sera avant tout les gens qui arriveront à utiliser les outils modernes, donc l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Et il n'y a pas de... Bon, certes, c'est important quand même d'avoir les notions de base, faut pas non plus se dire qu'on n'apprend plus rien et que l'IA fera tout pour nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a plus de valeur de savoir comment fonctionne une IA que de simplement avoir des connaissances brutes. C'est sûr. Pour revenir à ton parcours à l'école, du coup, toi, ça a quand même roulé. T'as pas trouvé ça dur, t'as pas trouvé... T'en as pensé quoi d'une manière générale, en fait, jusqu'au lycée, j'entends, avant le bac? Avant le bac, j'ai, on va dire, le but... Facile, difficile? C'était ni l'un ni l'autre. Je vais dire que ça dépendait des matières. J'ai assez vite compris que ce qu'on devait faire à l'école, en fait, c'était pas apprendre des matières, c'était donner ce que voulait le correcteur.
Et quand on comprenait ça, en fait, on se rendait compte que c'était pas, par exemple, le français difficile et les maths sont faciles ou vice versa. C'était est-ce qu'on a un prof en français dont on va avoir assez facile à lui donner ce qu'il veut pour nous donner une bonne note, ou l'inverse avec le prof de maths. Et à partir de là, à chaque début d'année, j'essaie d'analyser un peu le prof. En général, aux premières évaluations, j'avais jamais spécialement des excellentes notes parce que je ne savais pas comment il corrigeait. Au fur et à mesure que passait le trimestre, là, je commençais à comprendre ce qu'il voulait réellement dans la correction, et là, ça allait mieux. Donc en fait, c'était plutôt le jeu de savoir ce que veut le correcteur plutôt que simplement avoir des connaissances. Après, comme à chaque fois, effectivement, d'année en année, on trouvait toujours que le niveau était un peu plus dur, mais c'est vrai que quand on va après dans les études supérieures et qu'on voit ce qu'est un vrai niveau d'apprentissage, on se rend compte que finalement, ce qu'on faisait quand on avait 16 ou 17 ans, c'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Et toi ? Moi je pensais que j'avais quand même j'étais plutôt bonne élève, toute ma scolarité j'ai été bonne élève, et du coup je pensais que j'avais ce qu'il fallait pour rentrer en études sup. Quelle déception. Mais d'une manière générale, moi je trouvais que c'était quand même dur de suivre. Enfin, j'étais une petite fille qui a toujours été très timide. Et du coup, c'est vrai que moi j'étais vite impressionnée par le monde, etc. Tu vois, dès qu'il y avait trop d'élèves dans la classe, j'étais pas du genre. T'étais pas à l'aise pour t'exprimer. Pas du tout. Et puis en plus, quand j'avais des difficultés, je les disais pas, tu vois. Donc ça, après, bon, c'est des traits de caractère, mais je trouve que par exemple, on était déjà trop dans la classe. Oui, mais c'était aussi le problème qu'en fait, ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a retrouvé, c'est cette espèce d'aspect d'uniformisation extrême qu'on nous apprend à l'école, c'est-à-dire qu'on est une classe de 30 et en fait les 30 doivent être pareils, doivent avoir le même niveau, on pousse pas du tout les individualités. Et après bon, faut pas le pousser à l'extrême, c'est certain que si vous avez une classe de 30 personnes qui se comportent chacun de manière extrêmement différente, qui font tous n'importe quoi dans leur coin, c'est juste pas gérable. Mais néanmoins, on voit bien que dans la société d'aujourd'hui, ceux qui font avancer le monde et ceux qui finalement réussissent le mieux leur vie, c'est avant tout les gens qui font pas comme les autres et finalement qui font tout l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école. C'est vrai que pour ça, l'école, moi je trouvais que... Enfin, je sais pas si toi t'avais ce sentiment aussi, mais par exemple, tout le monde devait aller au bac. Alors je sais plus qui avait... Quelle politique avait mis ça en place pour que tout le monde ait à maximum le bac. Ah, c'était sous Mitterrand, ça remonte après, bon, forcément, ça a mis quelques décennies à vraiment se mettre en place. Par exemple, moi je me dis peut-être que j'aurais peut-être pas dû aller peut-être jusqu'au bac, ou j'aurais dû peut-être aller dans une filière, tu vois... Oui, technologique, transversale, voilà, parce qu'au final j'ai fait un bac S pour finir en comptabilité, voilà, super. En fait, en réalité, tout le monde faisait un bac S parce qu'on vous disait de faire un bac S, alors que, moi personnellement, les sciences, j'aime bien ça quand je regarde une bonne vidéo sur YouTube de vulgarisation, mais c'est vrai que quand je devais faire mes exos ou mes examens de physique, je prenais pas spécialement de plaisir. Et puis ça a pas trop de sens, parce que du coup, tu partais en bac S en te disant, ouais, comme ça j'aurais le maximum de portes qui s'ouvrent à moi, alors qu'en fait t'as fait des études, t'as fait un bac qui était pas du tout pas en lien, tout à fait. Avec ni toi ni moi dans le diplôme auquel je pense que ça c'est un vrai problème en France. Oui. Et moi je regrette un peu ça, c'est qu'on soit pas plus redirigé vers des groupes de niveau, et voilà, et qu'on soit pas plus redirigé vers des affinités, parce qu'au final moi j'aurais jamais dû aller en S, et au final j'ai pu le faire quand même, tu vois. J'ai tapé 10 partout, bon, heureusement, mais c'était vraiment pas mes matières de prédilection, et ça donne quand même une idée sur le niveau, parce que du coup, ça veut dire que c'était à la portée de tout le monde, tu vois. Les bacs S, on aurait dû envoyer que ceux qui étaient très bons pour les pousser un maximum. Je suis assez d'accord avec toi, et je pense que quand on regarde les gens autour de nous, un vrai grief qu'on peut faire au système scolaire tel qu'il est fait aujourd'hui, au-delà de nos cas personnels, c'est surtout qu'on n'amène pas du tout l'élève à savoir ce qu'il veut faire plus tard, ce qu'il veut d'abord faire des études, s'il veut faire des études, pourquoi, dans quel domaine, pour aspirer à quel métier. On est très peu ouvert à finalement ce qui existe dans le monde. Enfin, moi, il y a un nombre de métiers que j'ai découvert depuis que j'ai eu le bac dont j'aurais jamais soupçonné l'existence avant. Et le problème, c'est que finalement, on le voit, on a beaucoup de gens autour de nous qui sont allés au bac, qui après ne savaient pas quoi faire. On a plein qui se sont réorientés. Qui se sont réorientés. Et par exemple, ce qui est, je pense, assez vraiment dommage en France, c'est qu'on ne pousse pas du tout l'aspect manuel, parce que c'est une intelligence qui est extrêmement importante, et quand quelqu'un est vraiment bon de ses mains, il peut vraiment faire des grandes choses. Il faut pousser, en fait. C'est ça. Et puis il suffit juste de voir aujourd'hui, si vous connaissez des artisans qui sont à leur compte, en général c'est des gens qui gagnent bien leur vie, parce qu'ils sont bons de leurs mains, ils travaillent vite, parce que leur domaine d'activité, que ce soit les climatisations, la plomberie, l'électricité, s'ils maîtrisent bien ça, c'est valorisé,
et en réalité ils vont très bien s'en sortir. Et le souci c'est qu'en fait quand on est à l'école on ne pousse absolument pas vers ces filières-là, et c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on nous met dans la tête qu'en fait si on rate on deviendrait électricien. Enfin moi c'était un peu moi aussi, c'était un peu ce sentiment qu'on avait. Je me souviens que quand j'étais en 4e ou en 3e, juste avant qu'on choisisse les orientations pour partir au lycée, on nous disait qu'en gros si on n'avait pas le niveau pour aller faire un bac S on ferait boulanger. Et déjà c'est un peu péjoratif pour les boulangers qui peuvent sûrement beaucoup mieux gagner leur vie par exemple qu'un avocat aujourd'hui. Et puis être plus à l'aise dans leur métier. Et puis encore une fois, il faut de tout. Et je pense qu'il faut pas commencer à dénigrer que ce soit un métier ou une voie, et qu'au contraire il faut avant tout laisser les gens choisir. Et moi je le vois aujourd'hui autour de moi, chez certaines connaissances ou même chez certains amis, ils ont toujours eu de l'or dans les mains parce qu'ils sont très manuels, et au final ils ont fait des études sup où ils ont peut-être un peu perdu leur temps, et finalement ils se sont réorientés vers des métiers qui sont beaucoup plus manuels que ce pourquoi ils ont étudié. Voilà, c'est un peu le 36-15 ma life, mais moi par exemple j'ai en tête mon frère qui n'a jamais beaucoup aimé l'école, et je sais qu'il a toujours eu le sentiment par exemple d'être quelqu'un de bête ou stupide, alors qu'en fait c'était juste quelqu'un qui était pas dans la bonne filière, parce qu'au final une fois qu'il a été redirigé vers son métier manuel aujourd'hui, et c'est un bourreau de travail qui excelle dans ce qu'il fait, et c'est dommage parce qu'il a juste perdu des années et de la confiance en lui, et vraiment, je trouve que pour ça, l'école, en tout cas en France, est mal adaptée. Et moi, c'est le sentiment que j'ai avec un peu de recul maintenant sur nos années collège et lycée. Ah, mais ça, c'est sûr. Et puis, si on reprend encore un petit peu, c'est cette idée même qui peut paraître un peu bête de l'utilité sociale d'un métier. Quoi qu'il arrive, si vous avez une fuite d'eau chez vous et que l'eau commence à se répandre dans votre salon, vous aurez toujours plus besoin d'un plombier qu'un informaticien ou un ponte de HEC qui est devenu trader dans une banque d'affaires, quoi. Je pense aussi, c'est peut-être générationnel, mais j'ai l'impression que notre génération, elle va faire pas qu'un seul métier. Peut-être qu'avant, tu vois, nos grands-parents, par exemple, ils partaient dans une filière, ou même nos parents, et en fait, ils y restent jusqu'au bout, tu vois. Ils refont pas d'autres métiers par la suite, alors que nous, je pense qu'on est quand même amenés à changer. Je sais pas pourquoi, mais rien que parce que le monde évolue, c'est simple. Moi, je le vois très bien. Tout à l'heure, tu citais la profession d'avocat. ChatGPT, ça va remplacer beaucoup plus d'avocats que ça va remplacer de femmes de ménage. Il va falloir faire la diff. Et je pense qu'aujourd'hui, alors ça veut pas dire que forcément, pour l'instant, on ne sait pas si ça va être la moitié des avocats, un quart des avocats, 10% des avocats, peu importe. Ce qui est certain, c'est que probablement demain, cette profession-là va être amenée à évoluer, et peut-être que des gens qui sont avocats aujourd'hui ne le seront plus demain, ou à l'inverse, des gens qui à l'inverse justement de la génération d'avant qui a peut-être fait avocat toute sa vie, là va y avoir des réorientations qui vont être, je pense, plus importantes, mais ça va être dans de nombreux domaines, parce que demain il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, des métiers peut-être aujourd'hui qui existeront toujours mais dont on aura moins besoin, donc forcément il y aura moins de personnes qui travailleront dans ce domaine-là, donc c'est sûr que ça va évoluer. Est-ce que t'as peur par exemple pour tes enfants de les mettre à l'école actuellement, si t'en avais? Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Peur, non. Mais c'est vrai qu'on s'interroge quand même sur le niveau, et qu'on a parfois peur qu'ils ne maîtrisent pas les bases, ou en tout cas je pense que on a plus ou moins grandi, enfin en tout cas c'est comme ça que nos parents nous ont éduqués, et nous ils nous déposaient à l'école et c'était l'école qui nous apprenait à lire et à compter. On va dire c'est plutôt nos parents, ils nous apprenaient se bien se comporter, la politesse, on va dire plutôt le savoir vivre, et les connaissances intellectuelles c'était plutôt l'école qui nous les donnait. J'ai l'impression que demain pour nos enfants ça va être et le savoir vivre et la politesse qu'il va falloir leur apprendre, et surtout leur apprendre à lire et à compter s'ils ont des difficultés à l'école ou qui sont dans des classes où c'est pas possible de suivre. Et c'est vrai que ça peut être une certaine préoccupation pour demain. Tu sais qu'il y a de plus en plus de jeunes enseignants qui quittent leur job dans les 2 ans d'exercice. T'es étonné ou pas? Non, je suis pas étonné. Après, il y a beaucoup de domaines et de métiers où il y a beaucoup de gens qui quittent leur job au bout de 2 ans. Mais eux, c'est surtout parce que c'est trop dur d'enseigner, en fait. C'est quelque chose qui leur plaisait énormément, et je parle de ça parce que je pense que l'école actuellement elle nous prépare pas du tout à la vie active. Moi, je le vois bien dans mon entourage, on est plein à être... de mon âge, on est plein à pas bien vivre la vie active. Mais c'est ce qu'on disait un peu juste avant, c'est qu'effectivement, en fait, on nous a appris une certaine rigidité en nous disant ça sera comme ça, vous ferez un bac S, vous ferez telle étude, vous ferez tel métier toute votre vie, vous aurez une retraite. Enfin, en fait, on nous écrivait un petit peu une vie qui n'est pas du tout celle qu'on vit actuellement, et on voit bien que le monde évolue tellement
que n'arrivent à suivre que ceux qui arrivent à s'adapter. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on nous a donné, donc soit ça arrive vite, soit il y en a qui ont juste les capacités de base à être assez adaptatifs, et ceux qui ont plus de mal, justement, je pense que dans notre génération on a vraiment ce problème là, c'est qu'on se sent un petit peu trahi sur la promesse qu'on nous a faite, c'est-à-dire qu'on nous a vendu une vie, on en parlait dans le tout premier épisode de ce podcast, on nous a vendu une vie qui devait être d'une telle manière qu'on gagnerait suffisamment bien notre vie, qu'on pourrait s'acheter une maison, avoir des enfants. Échange d'un bac plus 5. Exactement, et finalement aujourd'hui la promesse n'est pas tenue, et justement il faut savoir s'adapter, on ne peut pas simplement rester dans ce qu'on est, et c'est là où effectivement il peut y avoir des déceptions. Après, quand on passe le bac et qu'on choisit de faire des études sup, c'est un petit peu différent. Déjà, va se poser la question dans quel domaine on choisit d'aller faire des études supérieures. Là, le problème dont on parlait déjà tout à l'heure quand on arrive au bac, c'est que c'est difficile de choisir des études sup. Moi, je sais que j'ai fait des études de droit, mais rien m'indiquait vraiment spécialement aller dans le droit. C'était plus... T'as choisi comment, du coup ? Ça peut être intéressant parce qu'on venait de filière scientifique. Moi j'ai choisi d'aller en droit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cours et que les amphis n'étaient pas obligatoires. C'est la vraie c'est vraiment pour ça que je suis allé là-bas, et j'hésitais peut-être à faire une fac d'histoire, une fac d'éco, il y avait plusieurs matières qui m'intéressaient. Je savais pas vraiment quel métier je voulais faire. À la base j'avais toujours dit que je voulais aller dans la gendarmerie et faire le GIGN. Ça c'était mon vrai projet que j'avais en ayant le bac, et on m'a poussé à faire des études, donc forcément après vous évoluez, vous partez dans complètement autre chose. Mais quand on arrive dans les études sup, là on se rend compte quand même d'une notion qu'on nous a pas appris à l'école, c'est l'autonomie. On nous a pas appris à être autonome, on nous a pas appris à nous gérer nous-mêmes, tout était toujours prémâché. Moi je me souviens que jusqu'en terminale, j'avais une prof de physique qui contrôlait si on avait fait nos exercices. Non, mais rien que la prise de notes, je sais qu'il y a certains lycées qui la font dès la seconde, mais en vrai la prise de notes tu la fais pas tant que ça. Ah oui, entièrement. Et du coup tu arrives en première année de fac, tu ne sais absolument pas prendre des notes, c'est-à-dire que moi je me souviens, mais c'est pour 100%, je pense, des gens qui sont allés en fac, ils se sont rendus compte qu'ils se sont pointés avec un ordinateur au premier cours, et je pense qu'ils ont dû noter chaque mot qu'a dit le prof, du moment où il a dit bonjour jusqu'au moment où il a dit au revoir. Alors que c'est pas ça, prendre des notes, c'est peut-être noter 5%, 10%, en fait, noter l'essentiel que vous allez retenir, et pas noter 100% de ce que dit la personne. Sinon, ça, c'est pas des notes, c'est juste, vous êtes très bien, vous êtes inscrit, quoi. Je pense que j'ai mis toute ma licence à comprendre comment il fallait être autonome. Vraiment, la première année, ça a été carnage. Je suis passée in extremis, et vraiment, c'était une souffrance. J'étais pas prête pour les études supérieures, et pourtant j'étais dans une classe prépa pour mon diplôme. Mais donc j'étais quand même encadrée, mais vraiment j'étais pas prête. Heureusement que je suis pas allée à la fac, on m'aurait perdue. Oui, après, moi, tu vois, par exemple, je voulais pas aller en classe prépa. Je pense que j'aurais lâché au bout de quelques semaines, c'était pas pour moi. Après ce que j'avais fait au lycée, j'avais pas envie de travailler 40 heures semaine assis derrière une table. Mais c'est vrai que toi, pour ton DCG, j'imagine que ça a dû être costaud d'entrée, quoi. Déjà, il y avait la nouveauté de la matière, parce que du coup, moi non plus, j'ai pas poursuivi dans des études scientifiques alors que j'avais fait un bac S. Au final, c'était ultra nouveau, et j'ai trouvé ça super dur. Oui. Je sais pas si... Toi, tu regrettes ou pas d'avoir choisi tes études ? Non. Parce que moi, je pense que je regrette un petit peu, quand Ah, même. moi, honnêtement, je regrette pas du tout. Alors bon, pour la petite histoire, moi j'ai fait une licence de droit. Après, je suis parti en master droit des affaires et fiscalité. Et honnêtement, j'ai touché quasiment à toutes les matières du droit. Alors bon, le droit public, j'y ai pas touché beaucoup, ça m'intéressait pas. Mais on va dire que dans toute la notion de droit privé, donc pour rapidement vous expliquer comment fonctionne le droit privé, c'est la relation entre les individus. En France, on distingue le droit que vous avez entre les particuliers et l'État, qui est le droit public, vous avez le droit privé, qui est le reste. Moi, du coup, en droit privé, j'ai vraiment touché à tout, que ce soit les baux commerciaux, du droit du travail, du droit des sociétés, de la fiscalité. Et du coup, toutes ces matières aujourd'hui, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou justement dans mon métier de banquier privé ou dans nos investissements également, honnêtement, je regrette pas parce que ça m'a donné quand même une solide base sur tout l'aspect juridique, et même parfois quand vous avez un ami qui a un souci de droit du travail, vous pouvez lui apporter vos connaissances. Enfin, vraiment, je pense que c'est des connaissances qui sont clés, et rien que pour, on va dire, le socle d'acquis que ça me donne, je regrette pas d'avoir fait mes études. Ok. Et toi, pourquoi tu regrettes les tiennes ? Moi, je les regrette un petit peu dans le sens où moi j'ai trouvé ça super. Enfin, les études, je les ai trouvées dures. Bon, j'en ai quand même fait 8 d'études. Ouais, c'est vrai que ça t'est particulièrement long. Mais je pense qu'en fait, quand j'ai choisi la compta, je pensais à un boomer dream en fait. Je pensais que un ascenseur social, un métier d'ascenseur social,
Bon, spoiler, ça marche pas. Et en fait, je pense que c'était pas la bonne stratégie. J'aurais dû choisir quelque chose qui m'intéresse un minimum et dans lequel je suis un minimum bonne. Alors, j'aime bien la comptabilité, ça c'est un fait et ça me donne pas mal de compétences connexes, on va dire. Mais après, j'ai l'impression que ça ne me sert pas plus que ça et surtout, le métier, je m'attendais pas à ce que ce soit ça, surtout. Oui. C'est là où, d'un autre côté, je regrette un petit peu parce que je pense que j'aurais pu être bonne dans d'autres choses que purement la comptabilité. Après, la grande question, si t'avais pas fait compta, qu'est-ce que t'aurais fait? Tu serais parti dans d'autres études ou t'aurais lancé un business à 18 ans peut-être? Je sais pas. Mais bon. Donc c'est vrai que ce soit du coup même nos études sup parfois nous préparent pas totalement au job parce que bon ça j'en parlais un peu avec Mathieu dans l'épisode précédent. Quand vous arrivez dans votre premier job, la première chose qu'on vous demande c'est de l'expérience. Alors bon, vous avez le diplôme qui en soi c'est l'espèce d'acquis qui vous permet de candidater à telle ou telle offre d'emploi, mais souvent on va vous demander de l'expérience que vous n'avez pas. Et c'est là où c'est vrai que je trouve que parfois le système des études secondaires ne professionnalise pas assez. Par exemple, oui, moi j'ai fait ma dernière année en alternance et heureusement que j'ai fait en alternance, je pense que j'aurais pas fait en alternance. Donc alternance pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement qu'en fait vous pouvez vous travailler en fait pendant votre dernière année, ça vous permet de vous professionnaliser directement. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais préféré la faire dès le master 1 et pas uniquement master 2. Toi je trouve que c'était plutôt une chance que tu avais dans tes études d'avoir fait 2 ans d'alternance. Parce que moi c'était obligatoire du coup, le master était forcément en alternance. Mais moi je trouve qu'en fait les études professionnalisaient pas assez dans le sens où moi c'était pas un problème de technique ou de compétences pures, c'était surtout je trouve que ce qui était dur c'était s'adapter à l'entreprise en fait, au management etc. J'ai trouvé ça super dur. Après, je pense que c'est un peu particulier aussi, on va dire, dans le domaine dans lequel tu exerces, où c'est des cabinets comptables, c'est des très petites structures, donc forcément... Je suis pas sûre, hein. Tu penses que dans un grand groupe, ça aurait été aussi difficile? Ouais. Alors, moi, je pense quand même que l'intégration peut être plus facile dans un grand groupe sur certains aspects, parce que c'est plus normé. Il y a moins, on va dire, bon, il y a toujours, en fait, des règles tacites qui ne sont écrites nulle part et qu'un jour vous apprendrez, le jour où vous aurez un problème. Mais... dans les petites boîtes, je pense que les règles en fait sont pas vraiment écrites, donc c'est pour ça que il y a plus facilement des problèmes de management. À mon sens, hein, c'est mon opinion là-dessus. Je demanderai à mes camarades en big comment ça se passe. Et je pense qu'un autre problème des études supérieures, c'est que normalement quand vous avez un diplôme, en principe vous avez forcément un emploi et un certain niveau de responsabilité que vous devez avoir en face. Moi, par exemple, je prends l'exemple de la banque que je connais assez bien. Il y a 10 ou 15 ans en arrière, quand vous commenciez, on va dire, au poste le plus bas de l'échelle, que vous étiez tout simplement guichetier à l'accueil, vous étiez recruté à partir d'un bac+2, donc d'un niveau BTS, voire d'un niveau licence. Et ensuite, en interne, vous pouviez gravir les échelons petit à petit. Si maintenant vous arriviez, vous présentiez directement avec un bac+5, forcément vous pourriez avoir un poste avec plus de responsabilités, parfois même être manager d'entrée et justement avoir des responsabilités sur d'autres salariés. Ça arrive quasiment jamais, ça. Non, mais je te disais avant. Ah, avant, okay. Avant, oui. Là, je suis en train de parler d'il y a 10 ou 15 ans. Non, mais ça marchait comme ça dans la banque à l'époque. Et forcément, donc, pour celui qui avait ce diplôme-là, il pouvait avoir de plus grosses responsabilités, qui pouvait aussi amener une évolution plus rapide. Moi, ce que je vois vraiment aujourd'hui, c'est qu'au final, on va recruter des bac+5 pour leur proposer d'être à l'accueil. Et c'est triste. Hein. Et c'est un vrai problème, je pense, à la fois pour la personne qui se sent un peu dévalorisée parce qu'elle se demande est-ce qu'elle s'est trompée de voie, elle a quand même fait un bac+5, elle a beaucoup travaillé dans les études. Elle a des tâches où elle est surqualifiée. Ouais, et en plus, quand on se retrouve à faire des tâches pour lesquelles on est surqualifié, souvent le niveau baisse parce que quand vous avez appris des connaissances assez techniques, je pense notamment à ceux qui ont pu faire des masters en finance d'entreprise ou en gestion de patrimoine qui se retrouvent après à l'accueil, malheureusement ils vont pas utiliser ces compétences, ils vont plus uniquement peut-être garder la théorie ou l'oublier si vraiment ils ne l'utilisent pas du tout et surtout ne pas avoir d'expérience là-dedans, donc ça va énormément compliquer leur ascension. Il y a le salaire aussi qui pose problème. Et le salaire, oui, mais ça c'est sûr que de toute façon ça s'associe au niveau de responsabilité. Mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, un des problèmes des études supérieures aussi, c'est qu'au final, même si on termine les diplômes, on ne se retrouve pas à un niveau de responsabilité qui est cohérent, je pense, au niveau d'études qu'on a fait. Mais ça vient aussi de la volonté de permettre à tout le monde de faire des études. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a trop de diplômes et que du coup, ça perd sa rareté, quoi. Moi, je me souviens que j'avais vu un chiffre qui m'avait vraiment impressionné. Alors, c'était un chiffre de l'INSEE, c'était sur le niveau d'études moyen des Français. Et je me rends compte qu'il y a vraiment un gouffre entre notre génération et les générations d'avant. C'est-à-dire que dans les générations d'avant,
vous aviez à peu près 40% des gens qui s'arrêtaient à un niveau bac. Vous aviez peut-être 60 ou 80% qui s'arrêtaient à un niveau bac plus 2, donc vous aviez que 20% qui allaient au-delà, et des niveaux bac plus 5, finalement, c'était peut-être 10%, là je parle pour la génération, on va dire 35-55 ans, vous avez peut-être que 10% qui avaient un bac plus 5, et nous, dans notre génération, c'est quand même beaucoup plus. Alors bon, il n'y a pas non plus 100% de gens qui ont un bac plus 5, mais je pense qu'on est quand même plus proche des 40%, ce qui fait qu'on se retrouve avant tout sur une génération où on a trop de bac plus 5, et que malheureusement, dans le bac plus 5, on est censé être cadre directement, et en fait il n'y a pas assez d'emplois de cadre à pourvoir, donc ça fait, comme on en disait juste avant, des gens qui vont se retrouver dans des postes pour lesquels ils sont surqualifiés. Si on devait refaire l'école, c'est-à-dire repenser la manière dont elle fonctionne actuellement, tu penses que ça serait bien comment? Je pense qu'il faudrait avant tout revoir les méthodes d'éducation pour retourner à cet objectif d'être adaptable, c'est-à-dire ne pas rester sur uniquement des connaissances brutes et fixe, même si bon, ça c'est nécessaire, il en faut toujours, mais plutôt aller vers un apprentissage qui est adaptatif et poussé à l'innovation. Un truc tout bête, mais là aujourd'hui je suis sûr que si vous avez je sais pas, un projet de recherche à rente et que vous le faites avec ChatGPT, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, et que vous le rendez et que vous dites que vous l'avez fait avec ChatGPT, il y a de grandes chances que vous preniez 0. Alors qu'au contraire, je pense que c'est plutôt intelligent aujourd'hui de faire cette démarche-là. Tu vois, ça serait de renverser la table sur qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui n'est pas bien, et de casser un petit peu cette soumission qu'on apprend énormément à l'école aux élèves, et qui fait que derrière on se retrouve dans un monde du travail où on se retrouve avec des gens qui pour eux ça leur paraît normal de se faire écraser par l'employeur, par le système, alors que ça ne l'est pas, le monde n'est pas fait pour tourner comme ça. Mais c'est vrai que moi je vois bien que dans les cabinets que j'ai pu faire où du coup on est plusieurs, il y a plusieurs générations au sein du même cabinet, quand c'est un management vertical, les générations boomers, elles adorent. C'est-à-dire qu'elles sont ultra satisfaites, elles s'en contentent vachement. Et par contre, les autres, donc les non-boomers, ceux qui sont plus jeunes, on a vachement de mal avec la verticalité. Et je trouve que, tu vois, l'école, c'est mal fait parce que du coup, on tend plus vers des managements verticales. Et donc, je pense que aussi, cette histoire d'autorité et de soumission, ça a plus à être à l'école en fait. Oui, parce que le problème c'est que je pense que trop de soumission ça casse même. Ça conditionne trop en fait, on peut pas. Oui, et la faculté à prendre des responsabilités. Moi je le vois dans mon travail, je me rends compte que même parfois des gens qui ont le niveau de qualification requis et les autorisations de l'entreprise pour prendre certaines décisions ne les prennent pas. Et ils ne les prennent pas parce qu'on sent qu'ils sont pas à l'aise avec la prise de responsabilité. C'est dommage en soi, c'est dommage. C'est dommage parce que ça crée je pense que c'est un certain malaise pour la personne vis-à-vis des responsabilités qu'elle a, et puis même je pense que pour une question de performance de l'entreprise, si on donne des responsabilités à quelqu'un, c'est pour la personne prendre des décisions. Si elle prend pas des décisions, c'est qu'elle n'a pas à avoir ce niveau de responsabilité. Et là je pense qu'on en revient sur comment elle avait été formée à l'époque à l'école où tu as le droit de prendre 0 prise de responsabilité et que tu dois avant tout t'écraser devant la moindre règle. Du coup, tu penses que dès qu'ils sont tout petits, dès qu'ils sont en âge d'aller à l'école, il faut refonder tout? C'est-à-dire revoir un petit peu la manière dont c'est fait. Je pense que par exemple pour tout ce qui est le primaire, en fait, je pense qu'en vrai il n'y aurait pas grand-chose à changer au primaire. Je pense que ils apprennent à lire. Voilà, c'est ça. Je pense que sur le niveau d'un enfant en soi, c'est pas à cet âge-là que tu apprends de manière intelligente à s'opposer à une règle qui n'aurait pas de sens. Je pense que ça doit plutôt venir au collège ou au lycée où là tu es suffisamment mature pour commencer à comprendre ces choses-là. Et en dehors de l'école, il faudrait faire des choses, du coup. Imaginons, nous on n'est pas parents, mais si un jour on l'est, tu penses qu'on mettrait quelque chose en avant, on leur ferait faire des choses en plus ou... Oui, c'est là où on arrive un peu dans l'éducation qui est finalement inégale, où ça va dépendre d'une famille à l'autre, mais c'est de leur apporter, nous, les connaissances qu'on a et qui ne seront pas enseignées à l'école, et notamment sur toutes les questions qui sont très taboues dans notre société, de l'argent, de l'investissement, en fait de choses dont on ne parle jamais à l'école et qui finalement rythment réellement notre vie, parce que si on travaille avant tout, c'est pour un salaire. Donc finalement, cette question de la rémunération et de l'argent, elle est à la base. Moi je me souviens toujours que dans les études sup, ce qui nous étonnait le plus, c'est qu'on n'arrivait jamais à savoir quelle rémunération est associée à quel métier. Et ça, vraiment, moi, c'était un truc qui m'a toujours scié, parce que je sais pas, je sais que des gens peuvent être plus ou moins mal à l'aise par rapport à ça, mais moi, si on me demande quelle est ma rémunération dans la vie de tous les jours, j'ai aucun problème pour le dire ou la donner. Et
Je pense que particulièrement pour des étudiants, c'est même pas parce que bon, quand c'est un peu sorti de son contexte, vous pouvez avoir l'impression que la question est déplacée, mais si par exemple c'est des étudiants qui vous le posent, en fait c'est pas pour savoir combien vous gagnez vous à la fin du mois, c'est avant tout pour savoir si votre métier est rentable pour eux et s'ils peuvent se projeter dedans. Et c'est vrai que moi quand j'étais étudiant, on n'arrivait jamais à savoir. Alors je me retrouvais à regarder sur des sites comme Glassdoor, Indeed pour savoir combien était payé tel ou tel métier. Le problème c'est que là on se retrouve sur la génération boomer. Alors je voyais qu'il y avait des chiffres qui paraissaient incohérents. Alors à mon avis c'était du brut et pas du net. Alors des fois c'était du net, ça aussi, parce qu'en France il y a une grosse différence entre le brut et le net. Dans le monde professionnel, quand on parle avec l'employeur, tout le monde vous parle en brut. Et en réalité, à l'école, ce qui paraît logique, tu penses avant tout au net, tu penses à ce qui va te rester à la fin du mois une fois que toutes les charges sociales sont payées. Et je pense que, tu vois, c'est quelque chose où les nouvelles générations vont être de plus en plus confrontées, c'est devoir se former elles-mêmes et pas uniquement compter, que ce soit sur l'éducation nationale ou sur les études supérieures pour savoir comment on va pouvoir acquérir telle ou telle connaissance. Je pense que vous l'avez tous déjà vu, vous avez tous déjà eu une pub sur Instagram, Facebook, TikTok qui vous a proposé une formation pour tel ou tel business ou même connaissance. Moi je vois aujourd'hui, en fait quand on pense à la formation, souvent on peut passer à l'investissement, l'immobilier, le trading, les sites de e-commerce, c'est un peu les poids lourds. Je pense que c'est les formations qui se vendent le plus et celles qui sont un peu, quand on pense aux formations en ligne, on pense avant tout à ça. Mais vous allez trouver des formations peut-être sur des trucs un peu plus insolites comme l'onologie. Moi j'ai trouvé quelqu'un qui avait fait une formation pour si vous souhaitiez augmenter vos compétences là-dedans, soit pour devenir vous-même onologue, ou si vous aviez un restaurant, ou même si par exemple vous étiez passionné de vin. Ou tout bête, des gestions d'argent personnel. La dernière fois j'étais sur Instagram et je suis tombée sur une fille qui vend des pochettes à argent. En fait elle apprend aux gens quand ils ont leur salaire à répartir dans des pochettes, imaginons les vacances, les courses, les sorties. Et en fait les gens mettent une proportion de leur salaire dedans et en fait ils doivent pas dépasser ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc en fait ils tirent tout et ils mettent tout dans des petites enveloppes et ça leur apprend à être organisé. Ouais, c'est pas mal en vrai. Visiblement ça marche. Si ça marche, après bon. Mais je trouve ça. Faire le virement bancaire, c'est quand même plus simple que la chaussette à Noël. On est d'accord, mais du coup comme quoi, je pense qu'il y a plein de gens qui par exemple ne savent pas gérer l'argent et c'est un problème. C'est quelque chose qu'à l'école on nous apprend pas et je trouve ça dommage parce que des adultes épanouis, c'est des adultes déjà qui sont qui savent gérer leur argent. Tout à fait. Après, apprendre à gérer l'argent à l'école, c'est peut-être un peu utopique parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même des profs fonctionnaires qui donnent cours. Tu peux pas leur demander d'expliquer comment un chef d'entreprise va gérer sa trésorerie. Ça dépasse ce à quoi ils sont formés et ce à quoi ils sont confrontés dans leur vie. En revanche, amener le sujet et déjà évoquer que cette question-là va se poser et amener les élèves à creuser la question, pour moi c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. De toute façon, à l'école, t'apprends jamais tout, mais il y a plein de sujets où on t'en trouve la porte et si ça t'intéresse, tu creuses, ça t'intéresse pas. Tu vois, par exemple, la musique, l'art plastique, on essaie de t'initier. Moi, j'ai pas creusé parce que ça m'intéressait pas, mais bon, il y a des étudiants, des élèves qui ont creusé, qui se sont rendus compte qu'ils aimaient bien le dessin, qu'ils aimaient bien. Mais l'argent, c'est quand même vital. Le violon, un peu moins, tu vois. Oui, mais je pense pas que tu puisses créer un cours là-dessus à l'école. Peut-être dans les études supérieures, avec justement des chefs d'entreprise qui viennent donner cours, avec tel ou tel métier spécialisé dans le financement qui vient t'apporter les connaissances. Ouais, mais bon, par exemple, du coup, moi j'ai fait 8 ans d'études, et j'ai aucun cours d'entrepreneuriat. En 8 ans. Oui. Et c'est un problème. C'est un problème, sachant que t'es quand même un métier où vous êtes censé finir entrepreneur à la fin, quoi. C'est quand même. C'est ça. Mais ça, je trouve ça dommage, tu vois. Oui, mais là encore. Je te dis pas à des petits de 8 ans, leur dire, il faudra gérer le budget quand vous serez grand, tu vois. Mais par exemple, tout étudiant, je pense que devrait au moins avoir des cours sur l'entrepreneuriat. Oui, ou simplement déjà lui dire avec son niveau d'études, son diplôme, quel niveau de salaire il peut aspirer et à quoi il doit dire non comme offre d'emploi, quoi. Ça c'est certain que je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et pour revenir aux formations qui nous intéressent, alors bon, comme on vous disait, il y a des formations dans tous les domaines aujourd'hui. Nous, je pense qu'on va parler un peu plus de la question qui nous regarde un peu dans ce podcast, qui est plutôt l'entrepreneuriat, l'investissement et la question de l'argent qu'on n'apprend pas à l'école. Vous allez, la plupart du temps, souvent, la première question qui va être de décrire les formations, c'est le prix. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle formation dans le trading, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, on va dire que grosso modo, pour une formation généraliste, ça va être 1 000 € à peu près.
parfois même un peu plus. Ça va dépendre d'où on part déjà pour commencer. D'où on part, quel formateur vous allez voir. Si on peut citer par exemple dans un domaine que je connais assez bien, parce que ça fait des années que je les suis, si on parle des poids lourds dans les domaines de la formation de l'immobilier, Cédric Anissette, Yann Darwin, Christopher Wangen, eux effectivement leur formation vous les trouverez pas à 1 000 €, en tout cas sur les sujets généralistes. Pour ce prix-là, on peut se demander si ça vaut vraiment le coup. Et ouais, parce qu'à chaque fois, c'est toujours quand même un petit budget, tu vois, la formation. Oui, ça c'est sûr. Il y a peu de gens pour qui 1 000 € c'est pas grand-chose, quoi, c'est sûr. C'est ça. Et c'est vrai que ça demande de réfléchir à dans quoi est-ce qu'on investit en formation. Oui, mais je pense quand même que... Je trouve que c'est démocratisé, le fait de prendre des formations. Oui, je pense que c'est vachement démocratisé. Moi je vois parce que j'ai commencé à me former à tout ça en fin 2017, et honnêtement, c'était pas comme aujourd'hui. On va dire que même aujourd'hui, les poids lourds que je viens de citer, à l'époque, ils étaient déjà assez connus, c'était déjà les numéros 1 parce qu'ils avaient pas d'anciens concurrents, mais néanmoins, ils vendaient pas autant de formations qu'aujourd'hui, ils étaient pas aussi connus. Enfin, aujourd'hui, certains ont atteint des chiffres d'affaires qui sont assez impressionnants, et en 2017, ils dépassaient même pas le million. Donc aujourd'hui, ils me font peut-être 10 fois cette somme. Donc c'est sûr que ça s'est quand même largement démocratisé. Je pense qu'il y a moins de problèmes sur le prix aussi, parce que quand ça s'est lancé en 2000, on va dire les formations, je pense que ça arrivait en 2014, 2015, 2016. 2015, ouais. À l'époque, les formations, c'était 500 balles. Et honnêtement, personne osait mettre une formation à 1 000 €. Maintenant, les prix sont passés à 1 000 € même déjà depuis le Covid. Et là, on commence à se diriger en fonction des formations, plutôt sur les 2 000 voire 3 000 €. Parfois, si vous avez vraiment une formation qui est très complète, sur un domaine assez précis, vous allez même parfois aller sur du 5 000 €. Ouais, par exemple, il y a des formateurs qui ont déjà percé sur un infoproduit de base, et en fait, qui proposent après des accompagnements à 5-6 000 €, pour les gens qui sont déjà lancés, en fait, des gens qui ont les bases acquises et qui peuvent pousser le business jusqu'au bout. Je trouve ça bien, en vrai. Oui, tout à fait. Des beaux investissements. Mais justement, tu viens de parler dans un sujet qu'il faut peut-être qu'on développe un peu, l'infoproduit. Ce qu'est une formation, c'est-à-dire que quand on appelle un infoproduit, ça fait un produit informatique. C'est que la formation, si vous voulez, le formateur, en fait, il a des connaissances, ou alors il s'est associé avec quelqu'un qui a les connaissances. Il décide de fabriquer une formation. Donc la plupart du temps, ça va être des modules de vidéo. Vous pouvez parfois les faire en direct. Moi, ça m'est arrivé de faire une formation dont les modules ont été en direct. Ça peut aider pour l'aspect un peu question-réponse. Vous allez avoir des PDF. Vous allez parfois aussi avoir un réseau, c'est-à-dire des contacts. Ça, j'estime que c'est quand même parfois dans une formation ce qu'il faut finalement le plus cher. Bon, la connaissance vaut très cher, mais le réseau, je pense, le vaut encore plus. Vrai. Et en fait, ils vont du coup émerger ça sur une plateforme, et quand vous allez payer la formation, vous allez recevoir les accès à la plateforme qui vont vous permettre de vous connecter et de suivre cette formation. Honnêtement, je pense que aujourd'hui, par exemple, si vous voulez vous former dans l'immobilier, je prends un exemple précis, et que vous allez vers un des 3 poids lourds que j'ai cités tout à l'heure, il y a peu de chances que vous fassiez arnaquer, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que il y a beaucoup d'arnaques dans la formation. Il y a beaucoup de gens qui vendent des formations qui ne sont pas qualitatives, ou qui ne sont pas complètes, ou qui sont abusées pour le prix. Faut bien vous dire que si quelqu'un fait des formations depuis, je crois que par exemple Cédric Anissette, ça fait pas loin de 10 ans qu'il fait des formations. S'il fait des formations depuis 10 ans, qui est toujours là depuis 10 ans, c'est que c'est pas un arnaqueur. Si c'est un arnaqueur, ça se saurait déjà. Par exemple, Yomi Denzel, je sais qu'il rembourse ses formations si on n'est pas content, donc ça déjà c'est un gage. Déjà c'est un gage, tout à fait. Il y en a beaucoup qui vont faire ça, parce que il faut bien se rendre compte que je pense que la plupart de ceux qu'on a cités, les formations sont complètes, donc ils savent la qualité de ce qu'ils proposent, et effectivement ils préfèrent, s'il y a quelqu'un qui est pas satisfait, ils préfèrent le rembourser, plutôt que cette personne à écrire partout sur internet qu'elle s'est fait arnaquer. Et en plus, la réalité, c'est que vous allez forcément apprendre des choses dans ces formations, et je pense qu'encore une fois, là, on peut revenir entre le soft skill et le hard skill, parce que vous allez avoir 2 types de connaissances que vous allez avoir dans ces formations-là. Soit vous partez vraiment de zéro dans un domaine dans lequel vous voulez vous investir de manière complète. On peut prendre, peut-être pour parler d'autre chose que l'immobilier, on peut prendre par exemple les crypto-monnaies. Vous prenez une grosse formation sur les crypto-monnaies, la blockchain, vous n'y connaissez rien. Quoi qu'il arrive, vous allez apprendre plein de choses, parce que ça va, en fait, la connaissance que vous allez avoir dans la formation, il y a de grandes chances que vous pourriez en trouver 90% sur le net, dans des livres, dans des podcasts, dans des sites internet, sur des forums, ou même en rencontrant des gens qui sont déjà là-dedans. Mais vous allez peut-être mettre 3 ou 6 mois à avoir l'intégralité des connaissances que vous aurez dans la formation. La formation, finalement, elle va vous permettre d'avoir tout ça à l'instant T, et de ne pas perdre de temps.
Et en réalité, quand vous commencez à investir, vous vous rendez compte que ce qui fait votre métrique en fait de votre taux de rendement, c'est avant tout le temps. C'est-à-dire que si vous souhaitiez lancer un investissement qui vous rapporte 1000 euros par mois par exemple, si vous attendez 6 mois parce que vous n'avez pas les connaissances suffisantes, en fait vous avez perdu 6000 euros. C'est peut-être un peu grossier comme schéma, Oui, c'est mais un coup d'opportunité. Voilà, c'est un coup d'opportunité. C'est une manière un peu de grossir le trait pour voir les choses. Effectivement, parfois la formation, ça permet d'aller plus vite. Et on le sait, que ce soit dans le milieu de l'investissement ou du business, aller vite, c'est assez important. Tu recommanderais par exemple pour ceux qui, qui veulent par exemple se lancer dans l'investissement immobilier, mais c'est pas possible pour l'instant parce qu'ils ont soit pas les revenus, soit pas assez de revenus, de prendre une formation à côté pour se créer un side business Une formation dans l'immobilier ou autre? Est-ce que tu trouves que ça pourrait être je dirais qu'il y a deux cas. Par exemple, pour la personne qui veut investir dans l'immobilier, qui n'a pas les moyens d'investir dans l'immobilier, qui n'a pas de CDI et qui n'a peut-être même pas les moyens de mettre de l'argent dans une formation, achetez pas une formation dans l'immobilier. De un, si vous n'avez pas les fonds, ça va vous mettre un peu en difficulté. Et en plus, ne mettez pas tous vos fonds dans une formation. C'est ça. Et puis c'est surtout que finalement, si pour l'instant vous n'êtes pas prêt à investir, en fait, vous n'avez pas ce coup d'opportunité en fait. Autant que vous fassiez vous-même vos recherches, que vous écoutiez des podcasts, que vous regardiez des vidéos sur YouTube, que vous lisiez des livres, il y a grande chance que finalement, ça, comme on le disait tout à l'heure, ça va mettre plus de temps, mais vous aurez grosso modo les formations, les connaissances nécessaires au bout de quelques mois. Si maintenant il vous en manque encore, vous pourrez toujours prendre la formation plus tard. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui voudrait lancer dans l'immobilier et qui n'a pas assez de revenus, oui, effectivement, par exemple, lancer un side business à côté, c'est une idée, mais bon, il faut déjà qu'il trouve d'abord un domaine qui l'intéresse et s'il a besoin d'une formation, qu'il trouve un formateur associé à ça. Je pense qu'il y a aussi une question de personal branding qui est très important chez les formateurs, c'est qu'il faut que vous ayez confiance en la personne en qui vous prenez la formation. Si le mec vous inspire pas confiance, ou vous le trouvez un peu bizarre, n'y allez pas. Quoi qu'il arrive, ça veut même pas dire que forcément le mec est un arnaqueur, mais ça veut juste dire que, comme partout dans la vie, je pense que tout le monde se souvient, on a parlé de l'école tout à l'heure, quand vous aviez un prof que vous aimez bien, bizarrement la matière vous la trouviez plus sympa et vous étiez plus assidu, et quand vous étiez retrouvé sur un prof que vous ne pouviez pas blairer, là pour le coup il se passait rien, et si vous pouviez sauter le cours, vous le faisiez avec grand plaisir. Là c'est exactement pareil. Avant tout, tournez-vous vers des gens que vous appréciez écouter, dont vous avez l'impression qu'ils sont sincères. Je pense que c'est des choses qui sont importantes, surtout que aujourd'hui, dans une formation, ce qui est très vendu, je pense que toutes les formations aujourd'hui le vendent, c'est le coaching que vous avez après, c'est-à-dire avoir accès à des personnes qui vont répondre à vos questions, qui vont vous amener ce qui pourrait vous manquer à la fin de la formation, parce que c'est vrai que si vous avez pris une formation, vous êtes sans doute plein de questions que peut-être la formation n'a pas répondu, ou alors la réponse était dedans mais vous l'avez pas vue. Et avoir accès à justement cette personne qui va être votre épaule et vous rassurer, je pense que c'est assez important, et qu'aujourd'hui dans une formation c'est quelque chose qui doit être contenu dedans. Regardez notamment aussi les avis sur internet, ça c'est assez important. Regardez aussi un petit peu le contenu, parce que n'importe qui aujourd'hui qui fait des formations va forcément vous faire du contenu gratuit à côté, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit un site internet, que ce soit peut-être aussi un podcast. Il va vous proposer en fait ça va être une manière pour lui de vous montrer un petit peu il vous apporte de la valeur. Exactement, qui va vous apporter de la valeur. C'est aussi une manière pour vous de vérifier qu'il raconte pas n'importe quoi. Si maintenant vous commencez à regarder une vidéo YouTube, il dit des conneries ou il est pas sérieux, ça veut dire aussi que c'est pas vers cette personne-là que vous devriez vous tourner. T'as une bonne expérience avec les formations en ligne ou pas ? Oui, moi j'ai une bonne expérience. J'en ai pas pris à l'époque où je me suis lancé dans l'investissement, parce qu'en fait j'étais dans le mode après c'était je pense c'était un rat. Ouais, peut-être pas comme ça, mais j'étais vraiment dans le mode il faut investir chaque euro qui court en fait, et je me disais mettre 1000 euros dans une formation, c'est 1000 euros que je vais pas investir ailleurs. C'est sûr. Donc j'ai choisi de pas le faire. Avec le recul, tu dirais quoi à quelqu'un de la situation ? Avec le recul, par exemple, je me serais formé dans les crypto-monnaies avec une formation. L'immobilier, non, parce que par le biais de mes études... Ouais, c'est ton cœur de métier aussi. C'était mon cœur de métier, en fait. J'avais déjà des études de droit, donc quand vous faites du droit de la fiscalité, vous maîtrisez déjà une grosse partie des questions, des peurs que vous pouvez avoir dans l'immobilier. Le financement, je l'ai appris tout de suite parce que je suis parti bosser en banque. Il y avait peut-être juste la partie travaux, gestion des artisans, etc. Ou peut-être avoir quelques informations ou avoir accès à un réseau à travers une formation, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être intéressant au début, mais bon, vous pouvez investir dans l'immobilier sans forcément faire de gros travaux tout de suite, c'est ce qu'on a fait.
Et par exemple, je pense que dans les crypto-monnaies, j'aurais décuplé beaucoup plus rapidement mes gains si je m'étais mieux formé. Pourtant, je me suis formé sur le tas, mais on va dire que les connaissances qui ont de la valeur, je les ai vraiment mis du temps à les apprendre. Après, honnêtement, pour retourner en 2017, des gens qui faisaient des formations efficaces en crypto-monnaie, il n'y en avait pas beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que je sais même pas si j'aurais trouvé cette formation-là à l'époque, en tout cas de quelqu'un de suffisamment sérieux pour que ça m'apporte vraiment la valeur là. Et puis je pense aussi que c'est une démarche personnelle quand vous avez besoin de vous former. C'est une question que vous devez avoir envie de vous former pour pouvoir prendre une formation. Vous n'avez pas envie de vous former, ne dépensez pas votre argent d'une formation, vous n'allez pas être sérieux et ça n'aura pas d'intérêt pour vous. Et toi, tu prendrais des formations ? J'en ai déjà pris et moi ça s'est bien passé à chaque fois. J'avais quand même bien pris mon temps pour choisir parce que j'avais plusieurs forcément infopreneurs. Oui. Et ça s'est bien passé et pourtant je démarrais dans un sujet qui m'est complètement... Qui était complètement connu. Oui, donc toi finalement ça avait du sens parce qu'en fait t'étais justement dans le cas où tu voulais acquérir les bases d'un domaine dont tu n'y connaissais rien et que tu voulais gagner du temps et que si tu l'avais fait on va dire toi-même t'aurais mis 6 mois, 1 an pour avoir l'essentiel de ce que t'as eu en quelques semaines. C'est ça. Mais du coup effectivement je pense que ce qui est important aussi du coup dans un infoproduit c'est le coaching à la fin et... le réseau, vraiment, c'est ce qui manque un peu à la formation que j'ai pris. De toute façon, quand après vous rentrez, que ce soit dans le milieu du business ou de l'investissement, vous voyez que vraiment ce qui vaut le plus, c'est le réseau et que très souvent, c'est pour ça que vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres interviews, j'ai vu souvent des investisseurs ou des chefs d'entreprise le dire, mais s'ils devaient recommencer de zéro, ce qui est le plus important pour eux, en fait, c'est d'abord leur connaissance et ensuite leur réseau. Parce que c'est vraiment ce qui vous fait aller plus vite quand vous avez besoin de quelque chose, que vous voulez lancer quelque chose et que vous savez directement à qui vous adresser, vous gagnez énormément de temps. Donc pensez toujours à ça. Je pense que honnêtement la formation, il y a de tout. Hein. C'est comme quand vous achetez quelque chose sur un site de e-commerce sur internet, vous pouvez avoir un beau produit au bon prix, vous pouvez avoir un truc nul que vous allez payer très cher. L'infoproduit, même si c'est du digital, c'est exactement pareil. Renseignez-vous bien, regardez les avis et je pense que c'est là-dessus vous pourrez choisir si c'est une bonne formation. Après, je vous encourage quoi qu'il arrive à toujours vous former sur certains domaines et pas forcément à prendre des formations payantes, mais quoi qu'il arrive, intéressez-vous à toutes ces questions-là. Quoi qu'il arrive, ça vous sera toujours bénéfique à un moment de votre vie. Je pense qu'il y a un exemple qui est assez parlant, c'est que par exemple, si on reprend le cas de l'immobilier, même si vous décidez de ne jamais faire d'investissement locatif, même si vous décidez de ne jamais vous lancer là-dedans, un jour vous allez à 90%, je pense, si vous écoutez ce podcast, vous allez finir par acheter une résidence principale et quand vous achèterez votre résidence principale, il faudra se poser la question d'à quel prix vous l'achetez, comment vous la négociez, où elle est située, enfin vous allez vous poser les questions normales de quand on souhaite faire un achat immobilier. Et si vous êtes formé en amont, vous gagnerez forcément le temps que vous aurez et l'énergie que vous aurez mis dans vous former sur ce sujet, vous le récupérez forcément. Un exemple bête, mais si vous devez acheter une maison à 450 000 euros et qu'au lieu de la payer 450 000 euros, vous la payez 425 parce que vous aviez quelques notions simples dans l'immobilier, vous avez vu qu'il y avait quelques travaux, vous saviez qu'elle était négociable, vous n'avez pas eu peur de négocier parce que c'est des choses qui vous étiez familières, vous allez gagner 25 000 euros. Donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, les connaissances, vous les aurez pour la vie. Et même si à nos âges, 25 ans, des fois il y a des connaissances, on les prend, on s'en sert pas, on les garde dans un coin de la tête, mais il y a de bonnes chances qu'un jour on s'en serve. Et en plus, par exemple, on avait Mathieu la semaine dernière, on discutait énormément des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous voulez lancer un business n'importe lequel, un business digital ou même un business physique, si vous lancez un restaurant comme on en parlait et vous faut un compte Instagram, vous formez aux réseaux sociaux et savoir comment avoir un beau compte et avoir une belle image digitale, ça aussi c'est quelque chose qui, alors je dirais pas que ça n'a pas de valeur, mais ça vaut extrêmement cher parce que ça vous fera gagner des clients, ça vous fera gagner de la réputation, peut-être que même encore une fois si vous faites un business physique d'un restaurant, vous trouverez peut-être un jour un associé parce qu'il aura vu, il vous aura trouvé sur les réseaux sociaux. Ne sous-estimez jamais finalement la puissance des petites actions que vous faites d'acquérir des connaissances que vous allez pouvoir appliquer plus tard. Je
pense que ça sera le mot de la fin. Ouais. T'as quelque chose à rajouter? Non, écoute, je pense qu'on a tout abordé. Bon, ben parfait. En tout cas, n'hésitez pas, je voulais vous le dire en début d'épisode et j'ai complètement oublié de vous demander de laisser 5 étoiles et de vous abonner au podcast sur les différentes plateformes parce que c'est vraiment important pour nous et que c'est comme ça que ça nous permet d'augmenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents comptes Instagram, TikTok et LinkedIn. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast juste ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!